Le message est arrivé à 6h12, heure de Lyon. J'étais debout, pieds nus dans ma cuisine, attendant que la machine à café finisse son gargouillis lent et irritant. La maison était silencieuse, de cette manière étrange qui s'était installée depuis le départ d'Émilie, comme un lieu qui n'avait pas encore tout à fait réalisé que quelqu'un était parti. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et le voilà. D'abord une photo. Un soleil éclatant, une eau turquoise, une piscine à débordement sur un toit quelque part à Dubaï. Émilie se tenait au bord, dans la robe blanche que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 3 ans. Une main posée sur le bras d'un homme portant des lunettes de soleil et une chemise en lin. Lucas. Sa légende était brève. Enfin libre. Puis le SMS est arrivé quelques secondes plus tard. Bonne chance, pauvre homme. Pendant un long moment, je suis resté là, à fixer les mots. La machine à café s'est arrêtée avec un déclic derrière moi. Dehors, le soleil précoce de France commençait à ramper le long de la clôture du jardin. 6h12 à Lyon, ce qui signifiait qu'il était un peu plus de 15h à Dubaï. Émilie sirotait probablement un cocktail quelque part, en riant, en célébrant. Je l'imaginais en train de lire notre fil de discussion, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. Peut-être s'attendait-elle à de la colère. Peut-être s'attendait-elle à ce que je la supplie. Peut-être s'attendait-elle à ce que je lui dise qu'elle avait fait une erreur. Au lieu de cela, j'ai fait autre chose. J'ai souri. Non pas parce que le message ne faisait pas mal. Il faisait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Mais parce qu'Emily Carter n'avait aucune idée que l'homme qu'elle venait de traiter de pauvre homme planifiait ce moment depuis des mois, depuis 18 ans. C'est le temps que nous avons passé mariés. Et pendant la majeure partie de ces années, Emily et moi avions ce que les gens appellent une belle vie. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien de parfait comme sur Instagram, juste de la stabilité. Nous avons acheté notre maison dans la banlieue lyonnaise en 2009, quand les prix étaient encore raisonnables et que le quartier sentait encore le cèdre frais après l'averse. Émilie travaillait dans le marketing. Je dirigeais un petit cabinet de conseil stable, aidant les entreprises régionales à restructurer leurs dettes et à gérer leurs investissements. Nous n'étions pas riches, mais nous étions à l'aise. Des vacances 2 fois par an, des dîners au restaurant les vendredis, un livret d'épargne qui grossissait un peu chaque année. Le genre de vie que la plupart des gens qualifieraient de réussite. Mais, quelque part en chemin, quelque chose a basculé. Avec le recul, je peux voir les premières fissures. À l'époque, je les ai ignorées. Le premier vrai changement est arrivé il y a environ 3 ans. Émilie a commencé à parler d'argent différemment. Non pas d'en épargner, mais d'en avoir plus. J'ai l'impression qu'on stagne, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur la terrasse après le dîner. L'air chaud transportait l'odeur d'un barbecue du voisinage. Stagner ? Comment ça, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Tout le monde avance. Des maisons plus grandes, des investissements, des voyages. J'ai regardé notre jardin, les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de la terrasse, le vieux chêne que nous avions planté en emménageant. Je pensais qu'on s'en sortait bien, ai-je dit. Émilie a esquissé un léger sourire. On s'en sort, a-t-elle répondu. Mais s'en sortir, ce n'est pas palpitant. À l'époque, j'en ai ri. Je me suis dit que c'était juste un de ces moments de crise existentielle que les gens traversent à la quarantaine. Mais l'année suivante, la conversation est revenue encore, et encore. Puis Lucas est entré en scène. Émilie l'a rencontré lors d'un événement de networking financier dans le centre de Lyon. Du moins, c'est ce qu'elle m'a raconté. Il s'appelle Lucas, a-t-elle dit nonchalamment un soir en faisant défiler son téléphone. Lucas quoi, ai-je demandé. Garvey, je crois. Elle m'a montré son profil LinkedIn. Selon la page, c'était un stratège financier spécialisé dans les investissements internationaux à forte croissance, ce qui est une façon très impressionnante de ne presque rien dire, mais il en avait l'allure. Costume coûteux, sourire parfait, photo prise à Monaco ou à Singapour. Émilie semblait fascinée. Il est vraiment intelligent, a-t-elle dit. À propos de quoi? À propos des opportunités. J'ai hoché la tête lentement, car dans mon métier, j'avais appris quelque chose d'essentiel, plus quelqu'un parle d'opportunités, moins il est susceptible de parler de risques. La première fois que j'ai rencontré Lucas, c'était lors d'un dîner de charité 6 mois plus tard.
Émilie avait insisté pour que je vienne. Il amène des investisseurs, disait-elle. Tu devrais les rencontrer. L'événement se déroulait dans la salle de bal d'un hôtel du centre-ville, rempli de gens portant des costumes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Lucas nous a repérés immédiatement. David, a-t-il dit chaleureusement, en me serrant la main comme si nous étions de vieux amis. Sa poignée de main était assurée. Son sourire, travaillé. J'ai tellement entendu parler de toi. J'espère rien de trop embarrassant, ai-je répondu. Émilie a ri. Lucas a commandé des verres pour la table sans demander. Du champagne coûteux. Puis il s'est adossé à sa chaise et a commencé à parler de marché, de fonds crypto, de propriétés internationales, de réseaux d'investissement privés, le genre de langage conçu pour faire sentir aux gens ordinaires qu'ils passent à côté de quelque chose. Émilie écoutait comme une étudiante dans un cours magistral. Ses yeux ne l'ont jamais quitté. À un moment, Lucas s'est tourné vers moi. Tu travailles dans le conseil, c'est ça? C'est exact. Quel genre? Restructuration financière. Son sourire s'est légèrement figé. Ah, a-t-il dit. Ça doit te rendre prudent. J'ai rendu son sourire. La prudence permet aux gens de rester solvables. Lucas a levé son verre. Au risque, a-t-il dit. Émilie a fait teinter son verre contre le sien. Aux opportunités. C'est à ce moment-là, je crois, que je l'ai ressenti pour la première fois. Pas de la colère, pas de la jalousie, juste un sentiment tranquille que quelque chose dans ma vie avait changé de direction. Comme un train changeant de voie au loin. 6 mois plus tard, Émilie m'a dit qu'elle voulait divorcer. Elle l'a fait calmement, presque gentiment. Nous étions assis à la table de la cuisine. Je pense que nous nous sommes éloignés, a-t-elle dit. C'est toujours la phrase que les gens utilisent quand ils ne veulent pas dire la vraie raison. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions sur Lucas. J'ai juste hoché la tête. D'accord, ai-je dit, et cela a semblé la surprendre. Les semaines suivantes ont passé dans un flou de paperasse et de conversations silencieuses. Puis est venu le jour où elle a parlé du compte joint. Il y a environ 800 000 € dessus, a-t-elle dit avec précaution. C'est la majeure partie de notre épargne liquide. J'ai hoché la tête. Je sais. Il faudra le partager. Bien sûr. Émilie a étudié mon visage comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Tu restes très calme face à tout ça. J'ai haussé les épaules. Se battre n'aidera pas. Elle a souri faiblement. J'apprécie ça. Mais la vérité, c'était que le calme ne signifiait pas l'ignorance. Parce qu'au moment où Émilie a posé la question sur l'argent, j'avais déjà commencé à passer quelques coups de fil. L'un d'eux était à un homme nommé le commissaire Michel Reeves, et l'autre à un détective privé nommé Victor Salgado. Émilie pensait qu'elle partait avec tout. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un piège qu'elle ne pouvait pas voir. Et maintenant, à des milliers de kilomètres de là, à Dubaï, elle venait de tomber en plein dedans. La première fois que j'ai engagé un détective privé, ma main a hésité avant de composer le numéro. Il était tard, presque minuit, et la maison semblait inhabituellement grande sans qu'Émilie n'y bouge. Le réfrigérateur bourdonnait doucement. Quelque part dehors, un chien a aboyé une fois, puis est retombé dans le silence. J'avais le numéro de Victor Salgado écrit sur un bloc-notes jaune devant moi. Un ancien client me l'avait recommandé des années auparavant. Le meilleur enquêteur de la région, avait dit l'homme. Ancien de la police judiciaire, il ne rate pas grand-chose. Pourtant, composer ce numéro semblait franchir une ligne invisible. Parce qu'une fois que vous commencez à chercher la vérité dans votre propre mariage, vous finissez généralement par découvrir quelque chose que vous auriez préféré ignorer. J'ai quand même pris le téléphone. Victor a répondu à la 3e sonnerie. Victor Salgado. Sa voix était calme, posée, la voix de quelqu'un qui avait entendu 1000 histoires inconfortables. Je m'appelle David Carter, ai-je dit. Je pense que ma femme est impliquée avec quelqu'un. Il y a eu une courte pause. Vous voulez des preuves, a demandé Victor, ou la tranquillité d'esprit? J'ai ri brièvement. Je ne suis pas sûr que ce soit différent. Une autre pause. Parfois, ça l'est, a-t-il dit. Victor a commencé la surveillance 3 jours plus tard.
Au début, je me disais que j'exagérais. Émilie avait toujours été sociable. Son travail dans le marketing l'obligeait à assister constamment à des événements. Il y avait des réunions tardives, des pots de départ, des voyages de conférences. Mais quelque chose chez Lucas m'avait toujours dérangé. Pas de manière évidente. Il n'était pas agressif. Il n'était pas arrogant. Au contraire, il était trop poli, trop soigné. Les gens comme ça me mettent toujours mal à l'aise. Le premier rapport de Victor est arrivé 4 jours plus tard. Juste un court email. Objet, observation numéro 1. En pièce jointe, 3 photos. Émilie quittant un restaurant en centre-ville. Lucas debout à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. Rien de dramatique, rien d'illégal, mais assez intime pour que la signification soit claire. J'ai fixé les photos pendant un long moment. Ma poitrine était serrée. 18 ans de vie commune. Et le moment où vous réalisez que quelqu'un a rompu cette promesse, cela n'explose pas comme les gens le pensent. Cela coule lentement, comme une pierre jetée dans une eau profonde. Le message de Victor incluait une courte note, le dîner a duré 2 heures. Ils sont partis ensemble à 21h42. Aucun contact supplémentaire observé après. J'ai fermé l'ordinateur et je me suis assis tranquillement dans la cuisine sombre. Une partie de moi voulait confronter Émilie sur le champ, jeter les photos sur la table, exiger des explications, mais une autre partie de moi, celle qui avait passé 20 ans à analyser les risques financiers, m'a dit d'attendre, parce que quelque chose chez Lucas ne collait toujours pas. 2 semaines plus tard, Victor m'a appelé directement. « David » a-t-il dit, « j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Cette phrase signifie rarement une bonne nouvelle. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « L'ami de votre femme, Lucas, il est prudent. » À quel point? Assez prudent pour que son historique en ligne ne corresponde pas à son profil professionnel. Ça a attiré mon attention. Explique-toi. Victor a pris une inspiration. L'homme prétend diriger une société de conseil en investissement international depuis près d'une décennie. C'est ce qu'Émilie m'a dit. Mais il y a des manques, a dit Victor. Des gros. Quel genre de manque? Registre d'emploi manquant. Plusieurs immatriculations d'entreprises qui apparaissent et disparaissent en moins d'1 an. Ce n'était pas inhabituel en soi. Les startups échouent tout le temps. Mais Victor a continué. Et il y a autre chose. Quoi? Des alias. La pièce a soudain semblé plus froide. Des alias, ai-je répété. Différents noms attachés à des opérations de conseil similaires. Est-ce illégal? Pas en soi. Mais, Victor a fait une pause. C'est souvent utilisé par des gens qui ne veulent pas que leurs précédentes aventures soient liées. Je me suis adossé à ma chaise. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je te dis que j'aimerais creuser plus profondément. 3 semaines plus tard, Victor a envoyé un autre rapport. Celui-ci était plus épais et beaucoup plus troublant. Lucas Garvey, s'est-il avéré, était apparu dans plusieurs cercles financiers à travers le pays au cours de la dernière décennie. Paris, Nice, Lyon. À chaque fois, le schéma était similaire. Il entrait dans un réseau d'investisseurs, promettait l'accès à des opportunités internationales exclusives, récoltait de gros transferts de capitaux, puis disparaissait discrètement. Dans la plupart des cas, les victimes ne portaient jamais plainte parce que les investisseurs fortunés n'aiment pas admettre qu'ils se sont fait avoir. Mais un cas avait été brièvement étudié à Paris. C'est là que Victor a trouvé le nom. Daniel Lucas Garvey. Pas Lucas Garvey. Daniel Garvey. Le deuxième prénom avait tout simplement été promu au rang de prénom. Un petit changement, mais très utile. Je me souviens avoir fixé le rapport de Victor en étant assis à mon bureau. Dehors, la circulation avançait péniblement dans la chaleur de fin d'après-midi. Mes mains tremblaient légèrement. Non pas de peur, mais de réalisation. Parce que si Victor avait raison, Lucas ne se contentait pas d'avoir une liaison avec ma femme. Il montait une escroquerie. Et Émilie pourrait être sa prochaine victime, ou pire, sa complice. Ce soir-là, Émilie est rentrée tard. Elle semblait fatiguée mais joyeuse, fredonnant doucement en posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. « Tu es encore debout » a-t-elle dit. « J'avais du travail à finir. »
Elle a ouvert le réfrigérateur et s'est servi un verre de vin. Lucas a eu un autre dîner d'investisseurs ce soir, a-t-elle dit nonchalamment. Ça a l'air passionnant. Ça l'est, en fait. Elle s'est assise en face de moi. Tu devrais venir la prochaine fois. Ces gens sont des joueurs sérieux. J'ai étudié son visage attentivement. Tu investis avec lui. Émilie a souri. Peut-être. Combien? Détends-toi. Elle a ri. Rien de fou, mais la façon dont elle a évité mon regard m'a dit quelque chose d'important. Elle était déjà plus impliquée dans le monde de Lucas qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Vers 2 heures du matin, je suis descendu au garage et j'ai ouvert le petit réfrigérateur près de mon établi. Il restait quelques bières d'un barbecue de plusieurs semaines auparavant. J'en ai pris une et je me suis assis sur un vieux tabouret en bois. Le garage sentait légèrement l'huile moteur et le cèdre. Mon esprit ne cessait de rejouer le rapport de Victor. Alias, entreprise fantôme, enquête pour fraude, et Émilie. Était-elle manipulée ou avait-elle sciemment mis le pied dans quelque chose de dangereux? Le plus dur, c'était de ne pas savoir laquelle de ces réponses ferait le plus mal. Le lendemain matin, j'ai rappelé Victor. Je veux tout, lui ai-je dit. Tout. Historique financier, registres commerciaux, toute affaire judiciaire liée à cet homme. Ça pourrait prendre du temps. C'est bien. Et de l'argent. Je peux me le permettre. Victor a hésité. David, si cela se termine comme je le pense, tu dois te préparer. À quoi? À la possibilité que ta femme perde bien plus que son mariage. J'ai regardé la rue calme par la fenêtre de mon bureau. Le bus scolaire passait lentement. Des enfants riaient à l'intérieur. La vie normale continuait. Je me prépare déjà, ai-je dit doucement. Parce qu'à ce stade, la vérité avait commencé à prendre forme dans mon esprit. Et une fois que vous voyez la forme d'un piège, vous commencez à comprendre exactement comment il peut être utilisé. La première fois que le commissaire Michel Reeves et moi avons parlé, il avait la voix d'un homme qui avait déjà entendu toutes les versions de mon histoire. Pas impatient, juste sans surprise. C'est Victor qui avait fait les présentations. Apparemment, ils avaient travaillé ensemble des années auparavant sur une affaire de fraude financière impliquant un faux fonds d'investissement à Marseille. David Carter, a demandé Reeves quand il a décroché. C'est bien ça. J'ai lu le résumé que Victor a envoyé. Et il y a eu un bruissement de papier, probablement sur son bureau. Et si la moitié de ceci est exact, a dit Reeves calmement, l'homme que vous décrivez opère depuis longtemps. Son nom est Daniel Garvey. Oui, a répondu Reeves. Je connais ce nom. Ma poignée sur le téléphone s'est légèrement resserrée. Vous l'avez déjà enquêté? Pas directement, mais il est apparu sur les radars dans quelques plaintes pour fraude interrégionale. Alors pourquoi n'est-il pas en prison? Reeves a eu un rire sec. Parce que les gens comme Garvey laissent rarement des preuves propres derrière eux. Je me suis adossé à ma chaise. Il est en train de monter une arnaque contre ma femme. C'est possible. Non, ai-je dit calmement. C'est en train d'arriver. Reeves a marqué une pause. Dites-moi pourquoi vous êtes si certain. J'ai tout expliqué. Les dîners financiers, la fascination grandissante d'Émilie pour Lucas, les rapports de surveillance de Victor, et la façon soudaine dont elle avait commencé à poser des questions sur le compte épargne joint. Quand j'ai fini, Reeves n'a pas répondu immédiatement. Finalement, il a dit, de combien d'argent parle-t-on? Environ 800 000 euros. Encore une pause. C'est un transfert significatif. C'est pour ça que je vous appelle. Reeves a soupiré. Voici le problème, Monsieur Carter, les dossiers de fraude exigent une preuve d'intention. Si votre femme lui donne de l'argent de son plein gré, en croyant qu'il s'agit d'un investissement légitime, il devient beaucoup plus difficile de poursuivre. Donc, vous dites qu'on ne peut rien faire? Je dis qu'il nous faut des preuves. J'ai baissé les yeux vers le carnet sur mon bureau. Quel genre de preuves? Des transferts financiers liés à un réseau frauduleux, des mouvements de fonds vers des comptes offshore, des victimes prêtes à témoigner. Et si ça arrive? La voix de Reeves est devenue plus concentrée. Alors nous pouvons commencer à construire un vrai dossier. Cette conversation a duré presque 1 heure. Au moment où nous avons fini,
quelque chose d'inattendu s'était produit. La colère que je portais depuis des semaines s'était transformée en autre chose. En stratégie. Parce que si Lucas Garvey était vraiment un escroc, alors tôt ou tard, il essaierait de déplacer une grosse somme d'argent. Et quand il le ferait, Reeves voulait être au courant. Au cours des 2 mois suivants, Victor a continué à surveiller. Emily et Lucas se sont rapprochés. Les dîners sont devenus des week-ends. Les week-ends sont devenus des courts séjours. J'ai arrêté de l'interroger sur ses soirées tardives. J'ai arrêté de poser des questions. Au lieu de cela, je me suis concentré sur autre chose. La préparation. Un soir, Emily est rentrée anormalement excitée. Elle a jeté son sac sur le canapé et a retiré ses talons. « Tu ne vas pas me croire », a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Lucas a accès à un fonds d'investissement privé en Europe. J'ai fermé mon ordinateur lentement. Quel genre de fonds? Infrastructures énergétiques. C'est en pleine explosion en ce moment. Combien faut-il investir? Emily a hésité. Le ticket d'entrée minimum est élevé. À quel point? Elle a pris une inspiration. 700 000 euros. Je l'ai observé attentivement. Et tu envisages de le faire? C'est une opportunité, David. Pour qui? Pour nous. J'ai failli rire. Lucas gérerait l'investissement, a-t-elle poursuivi rapidement. Les rendements pourraient tripler en 2 ans. Et le risque? Tout comporte des risques. Ces mots faisaient écho à quelque chose que Lucas avait dit des mois plus tôt, aux risques, aux opportunités. Pour la première fois, j'ai vu exactement comment son influence avait agi. Non pas par pression, mais par persuasion. Une semaine plus tard, Victor a rappelé. « Ça ne va pas te plaire », a-t-il dit. « Essaie. Je pense que Garvey prévoit de quitter le pays bientôt. » Pourquoi? Son réseau actuel à Lyon s'assèche. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a récolté tout ce qu'il pouvait. Ma poitrine s'est serrée. Et Emily? C'est le plus gros transfert potentiel qui reste. Ce soir-là, j'ai rappelé le commissaire Reeves. Si l'argent bouge, ai-je dit, vous le saurez. La réponse de Reeves a été simple, bien. Mais il y a autre chose, ai-je ajouté. Quoi donc? Je pense qu'il prévoit de quitter le pays. Ça nous aiderait en fait. Comment? Si Garvey transfère des fonds à l'international, cela déclenche une série de systèmes de surveillance financière différents. Et s'il disparaît, alors nous demanderons une coopération internationale. Le calme avec lequel il a dit cela rendait toute la chose étrangement procédurale, comme installer un jeu d'échecs. La dernière conversation entre Emily et moi a eu lieu 3 jours plus tard. Nous étions assis à la table de la cuisine, le même endroit où, plus tard, elle me dirait qu'elle voulait divorcer. J'ai réfléchi à l'investissement, a-t-elle dit prudemment. J'ai hoché la tête. D'accord. Ses sourcils se sont légèrement levés. Tu ne vas pas discuter? Elle a étudié mon visage comme si elle essayait de lire quelque chose de caché. Je pensais que tu allais te battre là-dessus. À quoi bon? Emily s'est adossée à sa chaise. Lucas dit que des opportunités comme celle-là ne se présentent pas 2 fois. Je suis sûr qu'il le dit. Elle a souri faiblement. Tu prends ça très bien. J'ai haussé les épaules. Peut-être que j'apprends à prendre des risques. Cela la fait rire. Si elle savait, le transfert a eu lieu 2 semaines plus tard. Victor m'a appelé au moment précis où il s'est produit. L'argent a bougé, a-t-il dit. Combien? 836 000 euros. Mon cœur a battu une fois. Fort. C'est l'intégralité du compte joint. Oui. Et Garvey? Il l'a reçu? Où? Victor a expiré lentement. Un compte de dépôt offshore. J'ai hoché la tête pour moi-même. Exactement ce que Reeves avait prédit. Ce soir-là, Emily a fait une valise. Elle a bougé calmement dans la chambre, pliant les vêtements en pile nette. Lucas et moi faisons un voyage, a-t-elle dit. Où ça? Dubaï. Affaires ou vacances? Elle a esquissé un léger sourire. Les deux. Je l'ai regardé fermer la valise.
Tu pars vraiment? Oui. Elle s'est arrêtée près de la porte. David, je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un moment. J'ai hoché la tête lentement. Tu as probablement raison. Émilie semblait presque soulagée. Je suis contente qu'on puisse être adulte à ce sujet. Moi aussi. Elle a pris sa valise. Au revoir, David. Au revoir, Émilie. La porte d'entrée s'est refermée doucement derrière elle. Et juste comme ça, 18 ans de mariage sont sortis de ma maison. Je suis resté là dans le salon silencieux pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Reeves. L'argent a bougé, ai-je dit. Bien, a-t-il répondu. Et ils prennent l'avion pour Dubaï demain. Il y a eu une brève pause au bout du fil. Puis Reeves a parlé à nouveau, sa voix calme et concentrée. Parfait. Parce que dans des affaires comme celle-ci, au moment où l'argent bouge, le piège commence enfin à se refermer. Le message est arrivé 2 jours après l'arrivée d'Émilie à Dubaï, 6h47 à Lyon, ce qui signifiait qu'il était fin d'après-midi là-bas. Je connaissais le décalage horaire sans vérifier. Au cours des dernières semaines, j'en avais appris plus sur Dubaï que ce à quoi je m'attendais. Ces quartiers financiers, les hôtels de luxe où les investisseurs aiment séjourner, même la façon dont la ligne d'horizon regardait le coucher de soleil depuis la marina. La préparation rend la patience plus facile. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir de la cuisine. Je versais du café quand j'ai vu la notification. Une photo d'Émilie. J'ai séché mes mains lentement avant de l'ouvrir. L'image la montrait assise dans un salon extérieur surplombant la marina de Dubaï. Les gratte-ciel scintillaient derrière elle dans la lumière dorée du soir. L'eau en contrebas reflétait des yachts dérivant dans le port comme des bijoux flottants. Émilie souriait. Pas le sourire calme dont je me souvenais de nos premières années. Celui-ci était plus brillant, triomphant. Lucas était assis à côté d'elle, un bras reposant sur le dossier de sa chaise. Sur la photo, il avait exactement l'air de ce qu'il était toujours, confiant, détendu, comme un homme qui croyait que le monde avançait exactement selon ses plans. Sous l'image se trouvait un court message, « Regarde où nous sommes ». Un deuxième SMS a suivi quelques secondes plus tard, « Bonne chance, pauvre homme ». J'ai fixé l'écran un instant. Puis j'ai posé le téléphone à côté de mon café. Victor m'avait prévenu que cette partie pourrait arriver. Les escrocs adorent la fioriture finale. Une petite insulte, une petite humiliation, quelque chose qui les fait se sentir intelligents. Mais Lucas ne savait pas ce que Victor et Reeves savaient. Et Émilie ne savait pas ce que j'avais déjà mis en mouvement. Pendant les 2 premières semaines, leur vie à Dubaï ressemblait exactement au fantasme qu'Émilie avait imaginé. Victor a continué à surveiller leurs comptes sur les réseaux sociaux. Il m'envoyait des mises à jour occasionnelles, pas de la surveillance, juste des publications publiques. Émilie et Lucas dans un restaurant sur le toit surplombant le Burj Khalifa. Émilie faisant du shopping dans l'immense centre commercial de Dubaï. Émilie posant à côté d'un yacht blanc à la marina. Chaque photo racontait la même histoire, liberté. Luxe. Victoire. Victor a appelé un soir après la 3e semaine. Il s'installe, a-t-il dit. Ça en a tout l'air. Garvey a assisté à quelques événements de networking. Ça ne me surprend pas. Il est prudent, cependant. C'est-à-dire? Il n'a pas encore déplacé l'argent. Je me suis adossé à ma chaise de bureau. C'est intéressant. Victor a approuvé. D'habitude, les types comme lui déplacent les fonds rapidement, mais il ne l'a pas fait. Pas encore. La vraie mise à jour est venue du commissaire Reeves. Il a appelé tard un après-midi alors que je finissais de la paperasse au bureau. David, a-t-il dit, nous avons du mouvement financier. Oui. Garvey a essayé de transférer une partie des fonds vers un compte de dépôt lié à une société écran à Chypre. C'est passé? Non. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi pas? La voix de Reeves portait le calme satisfait de quelqu'un qui regarde un plan se dérouler exactement comme prévu. Parce que le compte est maintenant signalé, déjà. Oui. Il y a eu une pause silencieuse au bout du fil. Puis Reeves a poursuivi, votre rapport nous a aidé à relier Garvey à 2 anciennes enquêtes, à Paris et à Nice. Exactement. Et maintenant, nous avons soumis une demande via Interpol.
Je suis sorti du bureau et je me suis appuyé contre la rambarde surplombant le parking. Interpol, ai-je répété. Une demande de notice rouge. Combien de temps cela prend-il? Ça varie. Des jours, parfois des semaines, parfois plus. La chaleur française pesait sur moi alors que je regardais la rue calme. Et l'argent, ai-je demandé. Je l'ai. Tout. Chaque euro que Garvey a essayé de déplacer. Cela signifiait qu'Emily ne pouvait pas y toucher non plus. Reeves devait savoir ce que je pensais. Elle est liée au transfert, a-t-il ajouté, ce qui signifie que son nom fait désormais partie de l'enquête. J'ai fermé les yeux un instant. Va-t-elle être arrêtée? Pas immédiatement. Alors quoi? Plus probablement interrogée. Et le passeport possiblement restreint. La réalité de cela s'est lentement mise en place. Emily avait volé à l'autre bout du monde en croyant s'échapper dans une nouvelle vie. Au lieu de cela, elle marchait vers le centre d'une enquête financière. Au cours du mois suivant, les photos sur les réseaux sociaux d'Emily ont légèrement changé. Les premières publications avaient été bruyantes. Coupe de champagne, restaurant de luxe, croisière au coucher du soleil. Mais vers la 5e semaine, les images sont devenues plus calmes. Moins de légendes, moins de selfies souriants. Victor l'a remarqué aussi. Il ne publie plus autant, m'a-t-il dit. Des ennuis, peut-être. Ou peut-être que Garvey est juste prudent. Peut-être. Mais quelque chose dans la voix de Victor suggérait qu'il pensait le contraire. 6 semaines après le départ d'Emily, le commissaire Reeves a rappelé. Cette fois, son ton était plus tranchant. Interpol a approuvé la notice rouge. Je me suis redressé sur ma chaise. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous notifions les autorités des Émirats et Garvey. S'il essaie de voyager, ils l'arrêteront. Et s'il reste? Ils finiront par le trouver de toute façon. Reeves a marqué une pause. Les gens comme Garvey ne restent pas invisibles pour toujours. 2 semaines plus tard, Victor m'a envoyé une autre capture d'écran. Celle-ci n'était pas une photo glamour. C'était une courte vidéo qu'Emily avait publiée brièvement avant de la supprimer. Elle avait l'air différente, fatiguée. Derrière elle, une fenêtre de chambre d'hôtel surplombant la ville. La voix de Lucas pouvait être entendue faiblement hors champ, discutant avec quelqu'un au téléphone. Victor avait extrait l'audio. Je l'ai écouté 2 fois. Le transfert aurait dû être validé, disait Lucas. Une seconde voix a répondu, trop étouffée pour être comprise. La réponse de Lucas était plus forte, je me fiche de ce que dit la banque. Règle ça. La vidéo s'est terminée brusquement. Le message de Victor en dessous était simple, quelque chose ne va pas. 3 jours plus tard, l'appel de Reeves est enfin arrivé. David, a-t-il dit, nous avons peut-être notre moment. Qu'est-ce qui se passe? Garvey a réservé un vol au départ de Dubaï. Oui. Quand? Demain matin, et Interpol a déjà prévenu. J'ai senti mon pouce accélérer légèrement. Donc, ils l'arrêteront à l'aéroport. C'est le scénario le plus probable. Et Emily? Inconnu. Le silence s'est étiré entre nous un moment. Puis Reeves a ajouté doucement, peu importe comment cela se termine, ça touche à sa fin. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur ma terrasse. Le ciel au-dessus des arbres était sombre. Quelque part au loin, le tonnerre a roulé lentement à l'horizon. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains semblaient légèrement instables. Pas de la peur, juste l'étrange réalisation que la dernière pièce du puzzle était sur le point de se mettre en place. À des milliers de kilomètres de là, dans une ville construite sur le verre et l'ambition, Emily et Lucas faisaient probablement leurs valises, préparant leur prochain coup. Ils croyaient encore qu'ils s'échappaient. Ils n'en avaient aucune idée. Le piège attendait déjà à l'aéroport. L'arrestation n'a pas eu lieu comme les films le montrent. Il n'y a pas eu de lumière clignotante, pas de cris dramatiques, pas d'officiers défonçant les portes. Les vraies enquêtes ressemblent rarement à ça. Au lieu de cela, c'est arrivé tranquillement. Exactement comme les professionnels le préfèrent. Il faisait tôt le matin à Dubaï quand Daniel Lucas Garvey est arrivé à l'aéroport. Victor a plus tard reconstitué la majeure partie de la chronologie à partir des informations que Reeves partageait avec lui.
Garvey et Émilie séjournaient dans un appartement de service près de la marina depuis près de 7 semaines. Selon les dossiers financiers, il avait passé la majeure partie de ce temps à essayer de déplacer l'argent à travers plusieurs canaux offshore. Aucun n'a fonctionné. Le compte avait été signalé. Chaque demande de transfert déclenchait une nouvelle alerte. Au début, Garvey a probablement supposé qu'il s'agissait d'un retard bancaire temporaire. Mais après plusieurs tentatives échouées, la situation est probablement devenue claire. L'argent était gelé. Et quand l'argent gèle dans la finance internationale, cela signifie généralement que quelqu'un regarde. Le vol que Garvey a réservé était prévu pour partir juste après 9 heures. Destination, Varsovie. De là, les enquêteurs soupçonnaient qu'il avait l'intention de se diriger vers l'Europe de l'Est, où l'extradition peut parfois devenir compliquée. Mais il n'a jamais dépassé le contrôle des passeports. Selon Reeves, 2 officiers de la police de Dubaï l'ont approché tranquillement alors qu'il se tenait près des portes d'embarquement. Ils ne l'ont pas bousculé. Ils ne l'ont pas attrapé. Ils ont simplement posé une question, « Monsieur Daniel Lucas Garvey ?» C'était suffisant. Parce que quand quelqu'un répond à un nom qu'il a essayé de cacher, la conversation se termine généralement rapidement. Garvey a essayé de rester calme, du moins au début. Il a demandé s'il y avait une erreur. Les officiers l'ont informé qu'un avis international avait été émis et qu'il devait les accompagner pour interrogatoire. Garvey n'a pas résisté. Les hommes comme lui ne le font presque jamais. Ils savent que la résistance ne fait qu'empirer les choses. Émilie n'était pas avec lui quand c'est arrivé. Cette partie a surpris tout le monde. Elle était restée à l'appartement. Reeves soupçonnait qu'ils s'étaient disputés plus tôt ce matin-là. L'argent gelé avait déjà commencé à causer des problèmes entre eux. Et les escrocs restent rarement charmants une fois que leur plan commence à s'effondrer. 2 heures après l'arrestation de Garvey, Émilie a reçu un appel. Pas de Lucas. D'un officier de conformité financière lié au compte signalé. Victor a expliqué plus tard comment ces conversations se déroulent généralement. Poli, professionnel, et profondément troublant. L'officier l'a simplement informé qu'un gros transfert associé à son nom avait déclenché une enquête financière internationale. On lui a demandé de se présenter pour un interrogatoire. Son passeport devrait être révisé, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée, les fonds liés au transfert resteraient gelés. Victor a imaginé le moment où Émilie a réalisé ce que cela signifiait, parce qu'à ce moment-là, Lucas n'était toujours pas revenu à l'appartement, son téléphone était éteint et le compte bancaire détenant plus de 800 000 € était soudainement intouchable. Je n'ai rien entendu de tout cela jusqu'à tard dans la soirée à Lyon. Reeves a appelé juste après le coucher du soleil. Garvey est en garde à vue, a-t-il dit. Je me suis adossé lentement à ma chaise. À l'aéroport? Oui. Savait-il pourquoi? Il le sait maintenant. J'ai hoché la tête doucement. Et Émilie? Elle n'a pas été arrêtée. Juste interrogée. Correct. Reeves a marqué une pause avant de poursuivre, son passeport a été temporairement restreint, ce qui signifie qu'elle ne peut pas quitter le pays. Du moins pas avant que les enquêteurs n'aient terminé leur examen. Et l'argent, ai-je demandé. Toujours gelé. Pour combien de temps? Ça dépend du dossier, a répondu Reeves. Mais s'il devient une preuve dans une enquête pour fraude financière, il pourrait rester bloqué pendant des années. Exactement. Après avoir raccroché, je suis resté assis tranquillement dans le salon pendant un long moment. La maison semblait paisible, pas vide comme elle l'était la nuit où Émilie est partie. Juste calme. Un chapitre qui se referme. 3 jours plus tard, Victor m'a transféré quelque chose d'inattendu. Une capture d'écran d'un message qu'Émilie lui avait envoyé via les réseaux sociaux. Elle ne savait pas qu'il travaillait pour moi. Elle savait seulement qu'il était quelqu'un qui avait un jour photographié un événement professionnel auquel Lucas assistait des mois plus tôt. Son message était court, « As-tu des nouvelles de Lucas ?» Victor a répondu avec précaution, « Non. » Pourquoi? Quelques minutes plus tard, elle a envoyé un autre message, « Quelque chose ne va vraiment pas. » Victor n'a pas répondu, mais il m'a transféré l'échange. En dessous, il a écrit, « Elle ne sait pas encore. » Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro inconnu. Je savais déjà qui c'était avant de répondre. Allô? Pendant un moment, il n'y a eu que le silence au bout du fil.
Puis Émilie a parlé. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. David. Oui. Une autre pause. Quelque chose est arrivé, a-t-elle dit doucement. Je me suis adossé à la chaise et j'ai fixé la fenêtre sombre en face. J'ai entendu dire qu'ils l'ont arrêté. Oui. Sa respiration est devenue irrégulière. Lucas, il est parti. Je sais. Ils l'ont emmené. Je sais ça aussi. Un autre silence. Plus long cette fois. Finalement, elle a murmuré, je pense que j'ai fait une terrible erreur. Voilà. Le moment que les gens imaginent quand ils parlent de vengeance. Les excuses, le regret, la réalisation. Mais la chose étrange, c'est que je n'ai pas ressenti la satisfaction à laquelle je m'attendais. Juste un calme sentiment de distance, comme regarder la scène finale d'un film que vous connaissez déjà par cœur. David, a-t-elle dit doucement. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fermé les yeux un instant. 18 ans de vie commune. Des milliers de souvenirs partagés. Et maintenant, cette conversation entre deux personnes qui ne se reconnaissaient presque plus. Tu devrais parler à un avocat, ai-je dit. C'est tout? Serge, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Sa voix a légèrement tremblé. Je pensais que tu pourrais m'aider. J'ai considéré cela un moment. Puis je lui ai donné la réponse la plus honnête que je pouvais. Je l'ai déjà fait. Parce que la vérité, c'est que tout ce qui s'était passé à Dubaï avait commencé des mois plus tôt avec un coup de fil discret, un détective privé et un plan qui n'avait fonctionné que parce qu'Emily croyait qu'elle avait déjà gagné. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Parce que le moment le plus difficile pour Emily Carter attendait encore. 3 jours plus tard, le message est enfin arrivé. J'étais assis dans mon bureau calme surplombant la marina quand mon téléphone a vibré contre le bureau en bois. Numéro inconnu. Indicatif des Émirats. Pendant un long moment, j'ai simplement fixé l'écran. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur l'eau à l'extérieur. Des bateaux dérivant paresseusement dans le port comme si rien au monde n'avait changé. Mais tout avait changé. J'ai ouvert le message, Daniel, nous devons parler. J'ai souri faiblement. Pas de « pauvre homme », pas d'insulte, juste de la désespérance. J'ai tapé lentement, j'écoute. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, son message est arrivé, quelque chose ne va pas. Les comptes sont gelés. Le paiement de l'appartement a échoué. Lucas dit que les avocats ici posent des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé par-dessus l'eau. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment, non pas par haine, mais par nécessité. J'ai tapé une ligne, j'ai protégé ce qui était à moi. La bulle de texte est revenue instantanément, tu as tout ruiné. Je pouvais presque entendre sa voix, tranchante, en colère, paniquée. Lucas dit, l'argent a disparu. Où est-il? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La marina sentait le sel et le diesel. Une mouette a crié quelque part au-dessus. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine semblait légère. J'ai répondu, l'argent n'a pas disparu. Une autre pause. Alors, où est-il? Mes doigts ont flotté au-dessus du clavier. Puis j'ai écrit la vérité qu'elle n'avait jamais pris la peine de découvrir, il n'a jamais été à toi de le prendre. 1 minute entière est passée. Puis son appel est arrivé. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai répondu. Sa voix a explosé dans le haut-parleur, Daniel, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La panique. La panique pure. Je me suis rassis calmement. Tu as dit que je n'étais rien sans toi, ai-je dit doucement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, ai-je dit. Tu avais l'air assez sûr. Elle a expiré brusquement. Écoute, je m'en fiche pour l'instant. Les banques ont tout gelé. Lucas dit que quelqu'un a déposé des alertes à la fraude. Est-ce que tu m'as dénoncé? Non. Alors qu'il a fait? J'ai marqué une pause. Le système. Silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit lentement, que quand quelqu'un transfère de grosses sommes d'argent liées à un trust d'investissement,
certaines mesures de sécurité s'activent. Sa respiration s'est accélérée. Quel trust? Et voilà. La question qu'elle aurait dû poser des mois auparavant. Celui que tu n'as jamais remarqué. Une autre pause. Daniel, arrête de parler par énigme. Tu te souviens? Ai-je demandé calmement. Les documents que tu as signés l'année dernière. Quels documents? Ceux dont tu disais que c'étaient des trucs légaux ennuyeux. Son silence m'a dit qu'elle s'en souvenait, mais à peine. Ils ont créé un trust, j'ai continué, qui détient tous mes actifs majeurs. Tu mens. Non. Je me suis adossé à ma chaise. La maison, les investissements, les entreprises, les comptes. Un battement. Aucun d'eux ne m'appartient directement plus. Sa voix a craqué. Alors qui les possède? Le trust. Et qui le contrôle? J'ai laissé le silence durer juste assez longtemps. Pas toi. Elle a aspiré une inspiration. Daniel, si tu essaies de me faire peur, je ne te fais pas peur. J'ai regardé à nouveau la marina. J'explique la réalité. Sa voix est tombée à un murmure. Lucas a dit que les avocats ici pensent que le transfert pourrait être illégal. Il l'est. Quoi? Tu as déplacé des fonds qui n'étaient pas légalement à toi. Tu es ma femme. J'étais, ai-je corrigé. Sa respiration est devenue saccadée. Tu m'as piégé. Non, ai-je dit doucement. Je me suis préparé au jour où tu essaierais ça. Un autre long silence a rempli l'appel. Puis elle a murmuré quelque chose d'inattendu, Daniel, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux brièvement. Voilà. Le mot qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. S'il te plaît. Que veux-tu, ai-je demandé. J'ai juste besoin que les comptes soient débloqués, a-t-elle dit rapidement. On peut arranger ça. Je reviendrai. On peut parler. J'ai failli rire. Tu as déjà parlé. Qu'est-ce que ton SMS? Silence. Puis je le lui ai relu, bonne chance, pauvre homme. Sa voix tremblait. Je ne le pensais pas comme ça. Mais tu le pensais. Daniel, écoute-moi. Lucas dit que si ça devient une affaire de fraude, alors peut-être qu'il devrait appeler son avocat. Daniel. Sa voix a craqué maintenant. Une peur réelle. Tu peux arrêter ça, a-t-elle dit. Tu as juste à dire aux banques que tout était autorisé. Ça l'était? Elle n'a rien dit. Et c'était ça, la réponse. J'ai parlé lentement, l'enquête déterminera cela. Tu es en train de me détruire. Non, ai-je répondu calmement. Tu t'es détruit toi-même. Sa respiration est devenue plus forte. Lucas dit qu'on a besoin d'accès au fonds immédiatement. Lucas semble très confiant pour quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionne le droit des trusts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit doucement, qu'il a choisi le mauvais homme à voler. Un autre long silence. Puis elle a murmuré la question que j'attendais, et Daniel, tu savais? Oui. Depuis combien de temps? J'ai fixé à nouveau le port. Le soleil avait commencé à descendre vers l'horizon. Assez longtemps. Sa voix a rompu, tu m'as laissé partir. Oui. Tu m'as regardé partir. Oui. Pourquoi? J'ai pensé à cela un instant. Puis j'ai répondu honnêtement, parce que parfois, la seule façon de voir le vrai caractère de quelqu'un, ai-je fait une pause, c'est de lui donner la chance de te trahir. Elle a commencé à pleurer doucement à l'autre bout du fil, mais je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de vengeance, juste du calme. Finalement, j'ai prononcé les mots qui ont tout terminé, les avocats vont te contacter. Daniel, attends. J'ai raccroché. Le téléphone est devenu silencieux. Dehors, le soleil glissait plus bas sur l'eau, transformant le port en or. Pour la première fois depuis qu'elle était sortie de ma vie, je me suis senti libre. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Parce que ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vu venir. 2 semaines ont passé après cet appel. 2 semaines calmes et paisibles. Pour la première fois depuis des années, ma vie semblait étrangement calme. La maison était silencieuse.
Les matins étaient lents. Je pouvais m'asseoir avec une tasse de café sur la terrasse et regarder le lever du soleil sans entendre la voix d'Émilie se plaindre de quelque chose, critiquer quelque chose, exiger quelque chose. La paix est une chose étrange quand vous avez vécu dans le chaos pendant trop longtemps. Au début, cela semble presque étranger, mais finalement, cela devient la chose la plus précieuse au monde. L'enquête a avancé plus vite que je ne l'espérais. Apparemment, transférer des millions d'euros d'un compte de trust vers une juridiction étrangère a tendance à attirer l'attention de plus que le simple département de fraude d'une banque. Des avocats se sont impliqués, des régulateurs se sont impliqués, et finalement les autorités de Dubaï s'en sont mêlées. Je n'ai pas suivi chaque détail. Je n'avais pas besoin de le faire. Mon avocat a géré la majeure partie. Mais un après-midi, environ 14 jours après l'appel désespéré d'Émilie, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un numéro inconnu. C'était mon avocat. « Daniel », a-t-il dit calmement. « J'ai pensé que tu devrais entendre ça directement de moi. » Je me suis adossé à ma chaise. « J'écoute. » Ils ont été placés en détention. Les mots flottaient dans l'air. Les deux? Oui. J'ai hoché la tête lentement même s'ils ne pouvaient pas me voir. Quelles sont les charges pour l'instant? Inconduite financière et fraude suspectée impliquant des transferts internationaux. Les autorités révisent encore la documentation liée au trust et à l'argent. Et récupérer, a-t-il dit. Presque tout. J'ai fermé les yeux un instant. Pas de soulagement, juste de la clôture. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Ça dépend de l'agressivité avec laquelle ils poursuivent le dossier, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, a-t-il marqué une pause, ça pourrait devenir très grave pour eux. J'ai été silencieux un moment. Puis j'ai dit quelque chose qui m'a surpris moi-même, je ne veux pas de vengeance. Je sais, a répondu mon avocat. C'est pour ça que nous avons structuré tout de la façon dont nous l'avons fait, parce que la vengeance n'a jamais été le but. La protection l'était, la préparation l'était, et peut-être la vérité. Après avoir raccroché, je suis resté seul dans le bureau calme. La marina à l'extérieur ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Des bateaux dérivant, l'eau bougeant lentement, la vie continuant. Et pour la première fois, j'ai repensé au début, au jour où j'ai rencontré Émilie. Elle avait été charmante, belle, confiante, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et devenir immédiatement le centre de l'attention. Et pendant un moment, j'ai cru à chaque sourire, chaque promesse, chaque « je t'aime ». Mais l'amour sans respect n'est qu'une manipulation portant un beau masque. Et finalement, le masque glisse toujours. La vérité, c'est que je n'ai pas piégé ma femme. Je me suis simplement préparé à la possibilité qu'un jour elle puisse devenir quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un capable de trahison. Et quand ce jour est arrivé, je me suis assuré de survivre. C'est la partie que les gens comprennent rarement. Ils pensent que la force consiste à se battre, à détruire l'autre. Mais la vraie force est plus calme que ça. La vraie force est la préparation. C'est la patience. C'est partir avec sa dignité intacte. Quelques jours après cet appel avec mon avocat, j'ai reçu un dernier message. Cette fois, c'est passé par mon avocat. Une courte lettre d'Émilie. Il n'y avait que 3 phrases, « Daniel, je n'ai jamais pensé que ça finirait comme ça. Je suis désolé. » J'ai lu les mots une fois, puis j'ai plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Certaines excuses arrivent trop tard. Non pas parce que le pardon est impossible, mais parce que le dommage est déjà fait. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Une semaine plus tard, j'ai vendu la maison. Pas parce que je le devais, mais parce qu'elle ne ressemblait plus à un foyer. Trop de souvenirs, trop d'échos d'une vie qui n'existait plus. Au lieu de cela, j'ai acheté un petit endroit près de l'eau. Simple, calme, le genre d'endroit où personne ne se soucie des comptes bancaires, du statut ou des apparences. Juste des couchers de soleil et des matins calmes. Parfois, je m'assois sur le quai le soir et je pense à quel point j'ai été près de tout perdre. Mon argent, ma maison, ma paix d'esprit. Mais à la fin, la chose qu'Émilie a essayé de me prendre était la seule chose qu'elle n'a jamais comprise, le contrôle. Pas sur elle, pas sur Lucas, mais sur ma propre vie. Et c'est quelque chose que personne ne peut vous voler à moins que vous ne le donniez.